Bonjour à tous, bienvenue dans Flight Simulator en VR. J'enregistre l'image avec le casque Pico 4. Je voulais vous faire découvrir les parties de Bush Trip. Aujourd'hui, les vols que je fais le plus sur Flight Simulator, ce sont les Bush Trip. Alors, je vais baisser un petit peu le son quand même parce que là c'est assez fort. Hop, voilà. Donc oui, les Bush Trip, c'est vraiment la partie que j'aime le plus dans Flight Simulator aujourd'hui. Donc on va les découvrir un peu. Alors j'en ai fait déjà quelques-unes, j'ai pas tout fait. J'ai beaucoup aimé la partie en Amérique. Alors, je vais retrouver une partie en France. C'était celle-là. Celle-là, c'est celle que j'ai vraiment le plus aimée. Limite, je la referais bien avec le Pico 4 parce que j'aimerais bien voir les paysages depuis le Pico 4 et non plus depuis le HPV Reverb G2. Bref, c'est vraiment sympa. Et il y a d'autres Bush Trips que j'ai rajoutés en fait dans les contenus personnalisés. Alors, j'ai d'autres vols. J'ai récupéré des Bush Trips qui sont totalement gratuits sur le site flightsim.to. Et notamment ceux-là, voilà. Donc c'est un tour du monde. Là, on commence par l'Amérique du Nord. J'ai commencé le premier ici en Alaska, où je me suis posé sur ce terrain avec une Visi, mais j'avais peut-être quoi, 1,5 km de Visi, vraiment juste. Vraiment, bon, c'est pas tellement trop admirer le paysage, mais voilà, c'était très sympa. Et donc ça vous permet d'avoir du contenu qui est quand même très varié, vous voyez, Amérique du Nord, ensuite on bascule sur l'Amérique du Sud. J'ai pas tout installé, mais voilà, c'est sur le site flightsim.to, vous avez de quoi bien vous occuper, vous avez quand même un paquet d'étapes. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire, eh bien je vais aller peut-être sur une autre destination que j'aimerais découvrir, une destination un petit peu plus désertique et vous faire découvrir un peu avec le casque. Vers quoi je vais m'orienter? C'est plus montagneux. Tucson, ouais, Los Angeles, Tucson, ça peut être pas mal, on peut essayer ça. Ouais. Alors, survol de la base aérienne de Davis Mountain. Davis Mountain, c'est une grosse base, justement. Il y a des F-15E Strike Eagle, d'ailleurs. Et découvrir le polygone de tir de White Sands, l'ancien centre d'essai nucléaire. On va se diriger vers le Texas, sur le Rio Grande. Alors, pas dans ce vol, on a une petite étape de 18 minutes. Mais voilà, on est sur de la partie un peu désertique. On va faire ça. Petit vol court. Donc, j'espère que ça va basculer correctement en VR et que ça va pas faire un retour bureau. Ça m'est arrivé de temps en temps. J'ai eu pour l'instant 2 retours bureau avec le Pico quand je bascule en VR, ce qui est quand même assez rare. Donc, je vais essayer de vous montrer également le champ de vision que l'on a dans le Pico, parce que c'est vrai que l'image que vous avez sur YouTube, on ne se rend pas forcément trop compte de ce qu'on voit réellement dans le casque, et de vous donner un aperçu de la netteté de l'image aussi. Parce que ce qui est important, c'est justement ce sweet spot que je disais dans la première vidéo sur le Pico, qui est bien plus important que sur le Reverb G2. Et ça change quand même énormément la vie, même si d'un point de vue définition, je suis un peu moins bon que sur le G2. Alors quand on est en image comme ça, l'image elle est très nette. Je pourrais très bien jouer sur Flight Simulator avec ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir un grand écran, vous voyez. Je peux changer l'arrière-plan, je peux mettre aussi autre chose. Mais on a vraiment cette impression d'avoir quand même un écran incurvé assez large, ce qui est pas mal du tout. On va se lancer ça. Voilà, donc là on a en gros l'image que j'aurai sur mon écran, qui est un écran large 34 pouces. C'est à peu près l'image que je devrais avoir sur mon écran. Mais j'ai quand même une impression d'écran qui est plus grand, peut-être parce que l'image est peut-être élargie et peut-être plus proche que mon écran, mais ça donne vraiment un très très bel effet. On va basculer en VR.
CTRL Tab. Ça a basculé sur l'écran de l'ordinateur. Voilà. Alors moi j'arrive toujours un peu décalé, je suis toujours au-dessus de l'avion. Je sais pas à quoi c'est dû. Bon, bah, j'ai un bouton de toute façon sur le joystick, j'appuie, hop, ça recentre. Voilà. Donc, pour donner un peu une idée du sweet spot, avant que l'on soit en vol, hein, si je regarde sur un seul œil, ça commence à être flou là. Vous voyez donc la petite souris, ça commence à être flou ici sur le montant. Et de l'autre côté, ça commence à être flou par là. Donc on va se dire on a un champ qui est à peu près comme ça. Si par contre avec les deux yeux, je vais bien centrer mon casque sur la tête, avec mes deux yeux, ben c'est net ici et c'est net ici. Voilà, donc c'est quand même assez large, hein. On a un champ de vision qui englobe quand même toute cette partie là. Donc déjà quasiment au moins la moitié du tableau de bord. Après j'ai juste à tourner la tête, hein. Donc on a vraiment un sweet spot qui est très large. Alors qui n'est pas complet, hein. Voilà. Alors on est parti, les volets sont sortis un cran et on est go. Donc là je vais peut-être rajouter. Alors pour la VR, je me suis mis un petit bouton pour afficher justement le navlog que je vais décaler ici. Donc on nous dit après le décollage, dirigez-vous vers le nord-est jusqu'à la base aérienne de Davis Mountain et le gigantesque cimetière d'avions à l'est. Alors donc un cap 0,47 sur 1 minute 46. Oh, on est tout près. Donc c'est quasiment dans l'axe. Je pense que la tour que l'on voit là à 1 heure, c'est certainement la tour de Davis Mountain. Vario positif, on rentre le train. On va monter à 1500 pieds, je pense que ce sera bien. Regardez les montagnes au large, c'est super beau. Vraiment très très beau. J'ai mis 1500 pieds au-dessus du sol. Hein, j'ai pas vu à combien on était au sol. On va être à peu près à 2000. Donc je vais monter un peu plus, aller vers 4000. Et le pied vraiment avec la VR, c'est vraiment cette impression que l'on a de pouvoir tourner librement la tête, d'observer tout ce qui vous entoure. C'est vraiment ça qui est fantastique dans la VR, vraiment. Prendre un peu plus le cap pour aller par là, qu'on puisse avoir le cimetière sur notre gauche, qu'on puisse voir un peu mieux tout ça. Donc on voit la piste de Davis Mountain, la tour, bah, c'est bien ce que je disais, hein, c'est bien ce que je pensais. On va stabiliser. Pour être plus cool, je vais faire OPA. On va se mettre un cap. Comme ça, on est bien. Hop. Voilà. Comme ça, on va profiter du paysage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des usines. Donc la base de Davis Mountain, qui est une grosse base de F-15E Strike Eagle, donc ce qu'on voit, ça doit être certainement des hangarettes de F-15 que l'on a là. Et on a derrière le cimetière d'avions. On va voir à quoi il ressemble. C'est le plus grand cimetière d'avions au monde. Tout un tas d'avions de l'US Air Force, du US Navy sont stockés. Certains vont pouvoir reconnaître, hein. Voilà, visiblement du F-16 en dessous, qui sont en blanc parce qu'ils sont bâchés, hein, pour les protéger justement de l'humidité. Alors il n'y a pas trop d'humidité là, mais c'est plus pour les entretenir mieux. On a du P3, du KC-135, je ne reconnais pas ce que c'est en dessous, c'est du C2 Greyhound, des avions qui font un peu comme le Hawkeye. Je vais enlever le pilote auto, on va tourner autour.
Donc, le C2 Greyhound, c'est un avion qui est un peu à l'origine du E2 Hawkeye. Alors, il est un peu plus gros, mais c'est un avion de transport en fait, pour faire du transport de courrier, de matériel, de moteurs également sur porte-avions. Ça assure les liaisons entre les porte-avions et la terre ferme. Là, on a du C-130 Hercule en dessous, du P3 Orion encore, du gros, du B-52. Du C5 Galaxy. C'est très très beau. Moi je trouve les images satellites aux États-Unis, elles sont de bien meilleure qualité qu'en Europe. Je vois les avions qui apparaissent progressivement donc, dans le casque. Ouais, ça doit être du C2 je pense. Surtout du F-16. On va continuer un peu par là-bas. Donc vraiment le désert de Davis Mountain est très utilisé parce que c'est une région qui est très sèche. Donc comme c'est très sec, ça fait que les cellules ne s'abîment pas trop. En fait, ce qui abîme beaucoup les cellules, c'est l'humidité. Et comme c'est très sec, ben, ça permet de garder en fait ces avions. Certains passent juste de temps en temps au cours de leur vie à ces endroits-là, histoire de les reposer un peu. Et puis après, on les sort à nouveau de leur cocon pour les réutiliser. Et après, certains sont complètement démantelés en fin de vie, justement. Là, on le voit, hein, certains B-52 qui ont été démontés. C'est aussi une zone qui est utilisée pour récupérer tout un tas de pièces détachées. Si on doit récupérer des pièces détachées pour des avions qui sont en service actif, eh bien, on récupère des pièces souvent dans ce cimetière, sur ces avions-là. Je pense qu'ils ont vraiment mis des vrais avions dessus. Hein. Parce que vu comment les objets apparaissent, on voit que c'est pas des images satellites. Donc il y a vraiment de vrais avions dessus. Beaucoup de F-16, forcément. Hein. C'est l'avion que l'US Air Force a le plus. Donc vous voyez, c'est quand même un grand désert. On va voir s'il y en a un peu plus par là-bas encore des avions. On va aller voir. Là, ce qu'on voit, c'est certainement des dépôts de munitions. Hein. Quand vous voyez des sortes de hangars avec de la terre comme ça, c'est souvent des dépôts de munitions qui sont assez isolés entre eux de façon à ce que lorsqu'il y a une explosion, ben, en fait, les buts permettent de contenir les explosions pour éviter que ça se propage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce cimetière. On a vu un petit peu tous. Ouais. Allez, on va continuer notre nave. Donc prochain cap 128. Après le cimetière, dirigez-vous vers le sud pour rejoindre l'Interstate Highway 10. Puis suivez-la vers le sud-est. Donc là, on est légèrement, comme on le voit, à gauche du trait. On va mettre en parallèle. Alors on peut zoomer avec le clic droit de la souris, je peux zoomer si je clique dans le cockpit pour voir un petit peu mieux. Alors c'est pas parfaitement net les inscriptions, mais c'est lisible. Donc l'Interstate 10, ça va être la route que l'on voit dans nos 11 heures là. Le rendu visuel que l'on a sur les montagnes au fond, c'est vraiment très très beau. C'est superbe. Et encore, j'ai dû diminuer le niveau graphique les détails du terrain. Parce que sinon, ça me bouffait pas mal de ressources. Mais déjà là, je dois être à peu près, je crois, à 100. Et déjà à 100, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment très beau. Je vais peut-être remettre un petit peu de puissance. On est vraiment dans un désert qui est immense.
Il y a quand même beaucoup de villes en dessous. On se demande des villes qui sont comme ça au milieu du désert, comment elles font pour survivre. Bah, certainement des nappes phréatiques en dessous. Hein. Donc les bush trips, c'est vraiment très simple à faire. Vous savez, les bush trips de Flight Simulator par défaut. Vous avez votre log de nav qui est juste là, hein, donc vous pouvez mettre à jour. Vous pouvez mettre déclencher un chrono pardon, pour suivre votre timing hein, par rapport au navlog. On va les maisons en dessous. Voilà. Et c'est vraiment très très sympa. Ce côté bush trip. Je fais vraiment plus des bush trips que de vol IFR. Je crois que j'ai pas encore fait de vol IFR. Hein. Tout simplement parce que je considère que c'est tellement plus plaisant de parcourir le monde, de découvrir des régions dans lesquelles on n'irait pas en vrai parce que c'est trop loin, que ça coûterait trop cher. Ben, voilà, on découvre le monde et on est toujours subjugué par la beauté des paysages, quoi. Et encore plus en VR. Parce que là vous avez vraiment l'image que vous voyez sur YouTube, hein, mais vraiment on a une image qui est... on est dedans, quoi. On est dans l'univers du jeu. Au niveau du champ de vision que j'ai sur mon casque, pour donner une idée, je prends la souris, là voilà, je vois jusqu'ici. Donc je vois le haut de mon manche. Et en haut, je vois jusqu'ici. Donc je vois un peu le haut. Et latéralement, je vois le cône du moteur. Et ici, je vois jusque là. C'est flou, mais voilà le champ de vision que j'ai, qui est plutôt large. Hein. Alors j'ai quand même des bords noirs. On voit des bords noirs en bas, sur les côtés. Ça fait un peu une image un peu tunnel. Mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Alors l'Interstate 10, visiblement je pensais que ça allait être celle qu'on a à gauche, mais visiblement l'Interstate 10 c'est plus celle qu'on a à droite. Voilà. Des grandes routes parallèles là qui filent au milieu du désert. C'est vraiment ce qui m'avait fasciné dans le premier bush trip que j'avais fait aux États-Unis avec le petit Piper. J'avais adoré le petit Piper, on n'avançait pas, mais on avait tout le temps de profiter du paysage. Et c'est un peu ce que j'aime bien avec ces petits avions. Alors, le DA42, c'est pas forcément celui que je préfère. Il y a un bel échangeur, très bon point tournant ça. Donc ouais, c'est pas l'avion que je préfère. Il avance bien. Oh, je vais même pas rentrer les volets moi. Il avance bien le DA42, c'est pas la question. Mais la vision que l'on a vers l'avant, elle est un peu masquée. Ce qui fait que souvent en bush trip, j'ai tendance à devoir basculer en vue comme ça pour regarder parfois en dessous. Donc c'est pas forcément l'avion que je préfère. En termes de vitesse, j'aime beaucoup. Je trouve que dans les 140-150 nœuds, c'est très bien pour parcourir de grands espaces. Même si j'aime bien mon petit Piper qui vole à 90 nœuds. Voilà, hop. On va suivre l'autoroute vers l'est, passer la ville de Mescal, puis tourner vers le sud. Donc ouais, j'aime beaucoup ces avions où on n'avance pas trop vite. Avec un avion de chasse, on profiterait peut-être de plus de paysages, mais on n'aurait pas le temps que l'on passe ici à contempler le paysage. Regardez par exemple en dessous, là, juste en dessous, on est en train de passer une petite ligne de crête qui n'est pas très haute, mais on voit ce petit relief, on prend conscience du relief, alors qu'avec un chasseur, peut-être on aurait été trop vite, on n'aurait pas vu ce petit détail. Voilà, on a le temps d'observer un peu les montagnes. C'est très très plaisant de se balader, pas trop vite, j'ai envie de dire. On voit les voitures en dessous sur l'autoroute. L'autoroute, on a un sentiment qu'elle va vraiment vers l'inconnu, vers des paysages qui sont désertiques. Ça doit être quelque chose de traverser ces environnements en voiture où on doit rouler pendant des heures au milieu d'un désert où il n'y a rien. J'aimerais pas tomber à court de carburant ou avec une panne technique sur l'autoroute à ce moment-là, parce que j'imagine que les températures, on doit être bien, hein. On a quoi comme température hein, où est-ce que j'ai les tempés 6 degrés. Ah ouais non, ils ont mis...
fait pas 6 degrés, ou alors on est en hiver, hein, c'est pas possible. Je pense qu'on est sur des températures plus chaudes que ça. Mais ouais, si on est en plein été, en plein après-midi, j'imagine pas les températures qu'il doit faire. Donc là, je suis un petit peu à droite de mon trait, ben, comme ça j'ai l'autoroute sur ma gauche. C'est plus facile à naviguer comme ça avec cet avion, hein, parce que la vision vers l'avant, comme je disais, elle est assez limitée. Voilà. Regardez comme c'est beau. En VR, c'est vraiment magnifique le rendu qu'on a, et cette impression de vol, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je reprends goût, vraiment, comme je disais dans la précédente vidéo avec le Pico, je reprends goût à la VR depuis que je l'ai reçu à Noël. C'est hyper plaisant. Ouais, j'ai accumulé quelques dizaines d'heures de vol depuis Noël, hein, j'avoue. Donc là, on va arriver au prochain point tournant, la ville de Mescal. Ah ouais, ok, je vois la ville, un peu à gauche de l'autoroute. Et après, on va tourner à droite. Dirigez-vous vers le sud le long de la bordure orientale des Weston Mountains. Vous rencontrerez également l'autoroute 90 qui se dirige vers le sud en direction des lointaines Huachuca Mountains. Okay. Huachuca Mountains. Alors, donc on arrive à la ville de Mesca. Mesca ou Muesca? Mescal. Je peux dézoomer aussi un peu pour voir un peu où on est. Hein. On est un bon milieu de la zone jaune. Hein. Voilà la ville de Mescal. Rien autour, il n'y a pas un seul lac, rien quoi. Pas de rivière. C'est assez étonnant parce que généralement les villes, on les trouve souvent près des rivières. Et là, il n'y en a pas. C'est aride partout. Regardez ça, c'est quasiment tout plat à perte de vue là-bas. Alors on va ouvrir. Donc là, on a les Weston Mountains. Weston. J'essaierai de voir si je peux pas recadrer l'image lorsque je ferai le montage de la vidéo pour que vous ayez vraiment une idée du champ de vision que j'ai pour respecter le champ de vision. Ça risque de perdre en qualité d'image puisque l'image est enregistrée en Full HD, donc si je zoome dessus, on perdra peut-être en qualité. Donc à voir si ce sera exploitable quand je zoomerai pour la vidéo finale, sinon je laisserai en champ large. Donc on longe les Weston Mountains qui sont là. C'est vraiment superbe. J'ai vraiment un faible pour les paysages désertiques comme ça. C'est très très beau. Et en même temps, ils ont réussi à faire quelque chose qui est chouette dans Flight Simulator, c'est qu'on a des paysages désertiques, mais tout n'est pas tout jaune. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la végétation, hein, comme on voit, avec des petits arbustes. Ce qui fait que ça met du relief. Et donc ce côté désertique, on l'a, mais pas totalement, ce qui fait que c'est beaucoup plus réaliste. Les chaînes de montagne, elles sont superbes, hein, vraiment. Il n'y a rien à redire hein, sur le rendu visuel que ça donne. C'est très beau. C'est vraiment tout l'attrait de Flight Simulator 2024, d'avoir un paysage qui est aussi beau
où on en prend plein les yeux et on prend juste le plaisir de voler. Pas un simulateur où on va faire du combat aérien, des tactiques, ce que j'aime bien, hein, si c'est pas la question, même si j'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui je suis plus à, je prends mon petit avion dans Flight Simulator et je fais ma petite nave tranquille, je découvre le monde. C'est beaucoup plus plaisant, c'est différent. Donc on suit l'autoroute 90, hein. L'autoroute 90 elle est juste, ça doit être celle que l'on a juste à côté, hein, sur la gauche. L'impression que l'on a en VR quand on regarde à 90 degrés, on voit les montagnes se déplacer, on a vraiment un rendu de la 3D qui est fantastique. Ça vous l'avez pas sur un écran, cette impression de 3 dimensions, vous l'avez réellement dans le casque. Donc je le redis, si vous n'êtes pas passé encore à la VR, allez-y. Allez-y vraiment, c'est un bon plan. C'est vraiment un bon plan. Là, on a des chaînes de montagnes qui sont un peu plus vertes que là-bas. J'ai l'impression que c'est plus aride en face. Donc là, les Huachuca Mountains, ça doit être ce qui est en face, hein, puisque ça nous dit que l'autoroute 90 se dirige vers le sud en direction des lointaines Huachuca Mountains. Ça doit être ça. Ça doit être les Huachuca Mountains qu'on a en face. On aimerait bien faire ces mêmes vols en vrai. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des vidéos sur YouTube de gens qui ont fait un peu ces navigations dans ces régions-là. Il y en a forcément, hein. Et de voir avec des GoPro, je sais qu'il y en a quelques-uns aux États-Unis qui ont placé des GoPro un peu partout sur leurs avions, dans le cockpit, sous les ailes, de façon à filmer un peu les paysages qui survolent. Et ça fait des superbes vidéos où on découvre la région. Et de comparer un peu avec ce que l'on a dans Flight Simulator. Et je pense qu'on serait assez surpris quand même de la beauté des paysages en vrai, comme dans le simu. Alors ensuite, on va prendre un cap 0,90 à 90 degrés, ça correspond à ce que l'on a sur notre plan de vol, enfin sur la carte. L'autoroute rencontre un croisement en T avec la route 82 dans la ville de Whetstone. De là, tournée vers l'est et la piste d'atterrissage en terre se trouve à quelques kilomètres juste au sud de l'aéroport. Voilà, petite piste. Bon. Là, on voit que le GPS sur un avion comme ça, c'est quand même pas mal. Parce que ça nous permet vraiment de nous assurer qu'on est au bon point. Mais il va falloir quand même repérer cette petite piste. Alors, j'ai eu des vols sur les États-Unis en Piper où des fois, repérer la piste, c'était pas toujours évident parce qu'il y avait des marques sur le sol qui faisaient parfois des grandes lignes. Et des fois, on se disait, mais est-ce que c'est la piste? Est-ce que c'est autre chose? C'était pas toujours évident. On va commencer à descendre. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme de ces régions désertiques où vous n'avez pas forcément une piste en dur. Là, vous allez voir juste une piste en terre. Autant dire qu'une piste en terre comme ça pour un Piper, c'est parfait. Alors, donc, croisement en T. Le croisement en T, on l'a juste en dessous. Je vais ouvrir pour qu'on regarde. Le croisement en T, on l'a là. Voilà. Donc on va tourner, suivre cette route. Je crois qu'on la voit déjà la piste. Parallèle à la route. Alors, on a le terrain qui doit être...
Je vais zoomer un peu pour m'assurer que je vois bien la bonne. Donc elle est pile poil à midi. Ah ben non, moi je pensais que la piste serait plus à gauche de la route, mais en fait non. On est plus dans ce coin-là. On devrait arriver quasiment dessus. Je vais ouvrir à droite pour repérer un peu. Et ça doit être cette piste-là. Est-ce que ça correspond à l'image? Elle est là. Ouais, c'est ça. Piste en terre. Alors, il y a des fois, entre la piste d'atterrissage en terre qui est là, juste à 11 heures, là, mais avec d'autres routes, ben, c'est pas toujours évident de faire la différence. Donc, on va s'établir en vente arrière. On va commencer à ralentir. Alors, cet avion, dès qu'on ralentit, il ralentit très fort. On voit qu'il a besoin de puissance pour avancer, mais dès qu'on lui enlève la puissance, boum, ça freine. Alors. Le premier écran. Alors tout l'attrait de la VR, c'est vraiment de tourner la tête comme on le fait en vrai, pour aller chercher la piste du regard. On n'a pas besoin de bouger un curseur pour tourner la tête. Là, c'est vraiment naturel. En base, je surveille la vitesse qui peut très vite chuter sur cet avion, comme je disais. Là on passe un peu bas. Allez, on va poursuivre, peut-être overshooter, hein. Peut-être un peu de vent, hein. Sentiment d'avoir du vent. Alors, dernier cran. Donc là, je suis obligé de me lever un peu, là, parce que... on va avoir un peu de vent, là, je pense. Voilà, j'ai vraiment du vent qui vient de la gauche. Ça se sent. J'ai l'impression que c'est le palonnier qui est parti à gauche. Il doit beaucoup contrer à droite. Il doit y avoir un dérèglement du palonnier en vol. Voilà, hop, petit vol sympathique. Voilà. Pouvoir retourner au menu principal. Alors voilà, un petit vol de plus. Alors, on va revenir au menu principal. Donc voilà, vraiment un petit vol court que je voulais vous faire découvrir. De façon à vous faire profiter aussi de mon expérience en VR. Donc il nous restera ensuite, alors je vais pas tous les faire en vidéo, hein, mais voilà, on a quand même déjà avancé un peu. C'était lequel? C'était celui-là. Voilà, donc on a fait une première étape, prochain vol 12 minutes. Ce que j'aime bien avec les bush trips, c'est que ce sont des vols courts. On n'a pas besoin de se dire tiens je vais me mettre en l'air pendant plus d'une heure. Non, c'est vraiment des vols, généralement on est sur des un quart d'heure, 20 minutes. C'est assez rare que vous ayez des vols qui durent plus que ça dans les bush trips, et c'est ça qui est sympa. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, posez vos questions sur les VR, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Alors je suis pas un pro de tous les contenus de Flight Simulator, mais voilà, en tout cas, si vous voulez vous faire plaisir sur des bush trips, vous avez tout ça que vous voyez là, les World Sightseeing Tour, qui sont vraiment, c'est très beau, et vous avez quelques heures de vol qui vont vous occuper, hein. Je prends quoi? Celui-là, il fait 5h35 de vol, cette partie. Vous avez d'autres aussi, hein. Celui-là, ça fait 5h51. Bref, vous avez de quoi vous occuper et vous amener à découvrir le monde de manière un peu scénarisée. Donc c'est ça qui est sympa dans les bush trips. Je vous dis à bientôt. Salut!